Merci d'être avec nous. Qui va vous convaincre? Votre rendez-vous jusqu'à 21h, 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes chrono pour convaincre. Et alors que 4 nouveaux membres viennent d'y être nommés, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, veut dissoudre le conseil scientifique. Il va nous expliquer pourquoi. Pourquoi tant de haine, pas contre le conseil scientifique, mais contre Camélia Jordana et Iseult. Les deux chanteuses sont étriées sur les réseaux sociaux après leur interprétation, c'est difficile à dire, de Me quitte pas, de Jacques Brel. Rokhaya Diallo, vous êtes journaliste, écrivaine, et vous allez nous répondre. Des zones sans contrôle d'identité, hors de question. Engagement de Jean Castex tout à l'heure. Réponse à la proposition de Claire Hédon, défenseur des droits, qu'il faut défendre. Louis Boyard, porte-parole du mouvement des solidarités étudiantes, nous dira pourquoi. Et puis, avec les débats du soir, ça pourrait tous nous détendre, mais c'est illégal. Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, va nous dire pourquoi c'est dommage et pourquoi elle pense malgré tout qu'il faut légaliser le cannabis. Geoffroy Lejeune, on commence avec vous. Vous avez 90 secondes pour nous dire pourquoi vous pensez qu'il faut supprimer le conseil scientifique. Alors, il y a un petit sujet en ce moment d'agitation, disons, médiatico-politique, parce qu'on se demande où est passé le conseil scientifique. En fait, en réalité, on l'a beaucoup entendu pendant la crise sanitaire, et puis depuis un mois, il ne publie plus aucun avis. Alors, les défenseurs du conseil scientifique disent, en réalité, il en produit, il y a beaucoup de réunions, tout ça est envoyé au pouvoir politique, qui lui décide de publier ou pas ses avis. Je ne remets pas ça en question, je dis juste en réalité que c'est un organe, donc le conseil scientifique, qui a servi à légitimer beaucoup d'actions du gouvernement depuis le début de cette crise sanitaire. Il a été créé le 11 mars 2020 et souvenez-vous, à l'époque, c'était, celui qui venait légitimer absolument tout ce que décidait le gouvernement. C'est lui qui décide de maintenir les élections municipales à un moment où ça paraît un peu étonnant dans un contexte de pré-confinement, de crise sanitaire qui commence à prendre une grande ampleur. Et à ce moment-là, le gouvernement dit oui, mais le conseil scientifique a dit que c'était possible, donc il faut absolument écouter son avis. Puis après le confinement du mois de mars dernier est justifié par les avis du conseil scientifique. Plus récemment encore, on a Jean-François Delfrécy qui vient agiter une sonnette d'alarme en disant il faut reconfiner de toute urgence, et là c'est la rupture avec le pouvoir politique qui décide par la voix d'Emmanuel Macron de reprendre son destin en main et qui dit contre l'avis du conseil scientifique, je décide de ne pas reconfiner. Le problème, c'est que on s'est habitué à écouter les avis et puis que finalement on s'est rendu compte qu'ils pouvaient être parfois soit contestés par des médecins, soit pas très pertinents. Typiquement sur le reconfinement, là, on voit que finalement il n'y a pas eu d'apocalypse comme ça pouvait être prévisible dans la bouche de Jean-François Delfrécy. Je dis donc, ça ne sert pas à grand chose, on n'a pas besoin du conseil scientifique pour écouter des médecins, et je dis que ça pourrait faire du bien à tout le monde si on le supprimait. Le conseil scientifique rhabillé pour la fin de l'hiver, ça ne sert pas à grand-chose, c'est pas très pertinent. Élections municipales, confinement, reconfinement, finalement, on voit que ce n'est pas très efficace, même politiquement, Natacha Polony. Oui, à ceci près que, justement, depuis que Emmanuel Macron a décidé de nouveau de faire de la politique, de jouer, et je parle au sens noble du terme, c'est-à-dire de jouer son rôle politique, c'est-à-dire d'arbitrer en fonction d'intérêts contradictoires, en fonction de problématiques diverses, eh bien, le conseil scientifique est redevenu ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un conseil. C'est-à-dire des gens qui donnent un conseil concernant l'épidémie elle-même, mais le rôle du politique, c'est justement de savoir qu'il y a d'autres choses qui sont en jeu, pas seulement l'économie, la vie des gens, la perpétuation de certaines activités pour des raisons quasiment patrimoniales, la santé mentale des gens, etc. Et c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Alors, du coup, le conseil scientifique me pose moins de problèmes qu'il ne m'en posait autrefois. C'est-à-dire que je pense que le drame, c'est d'avoir cru que parce que ces gens étaient des médecins, ils avaient par essence raison, et ces médecins-là plutôt que d'autres, voilà, on retrouve un usage normal des choses. Alors je suis parfaitement d'accord, si je peux juste répondre à Natacha. En réalité, ce qui vous gêne, je pense que c'est la même chose que chez moi, c'est il faut interroger la notion de responsabilité en politique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron crée en même temps le conseil scientifique et en même temps le conseil de défense. C'est-à-dire une manière de prendre des décisions sans qu'elles soient contestables par personne et une manière de les légitimer a priori ou a posteriori. C'est-à-dire que ce fonctionnement pendant un an a été extrêmement problématique. On l'a d'ailleurs, vous l'avez déjà dit ici même, on a vidé le Parlement de sa substance, on a vidé absolument tous les corps intermédiaires de leur habituel pouvoir, en tout cas de mettre débat sur la table. La possibilité d'apporter quelque chose, d'apporter un avis dans le débat démocratique. Exactement. C'est ça, c'est pas une question de pouvoir, c'est vraiment leur rôle de jouer les intermédiaires entre les citoyens et le pouvoir. Mais à la limite, là, en effet, ce que je demanderais moi plutôt, c'est la suppression du Conseil de défense, c'est-à-dire qu'il redevienne ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir une instance
en temps de guerre. La prochaine fois, je fais ça, promis. Voilà, merci. Les conseils, ça ne marche pas forcément, c'est antidémocratique, c'est ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il faut supprimer ce conseil scientifique? À partir du moment où le conseil scientifique ne délivre pas des avis qui sont contraignants, il ne me pose pas de problème. Aujourd'hui, dans la manière dont il est composé, j'ai le sentiment qu'il a beaucoup minoré les enjeux de santé mentale. Donc peut-être qu'on devrait envisager de le composer d'une manière à ce que les décisions qui sont, en tout cas les avis qui sont émis, prennent en compte tous les aspects de la santé et toutes les conséquences en fait des décisions qu'il recommande au gouvernement. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord. Pour moi, l'entité qui me pose vraiment problème d'un point de vue démocratique, c'est le Conseil de défense qui effectivement permet à un petit groupe extrêmement resserré d'outrepasser certaines consultations qui devraient vraiment faire l'objet d'un débat beaucoup plus démocratique. Et c'est un groupe, en fait, un organe qui a été constitué de manière arbitraire en réalité au regard de ce que représente à la fois le gouvernement et le Parlement. Donc moi, le Conseil de sécurité, je suis plutôt je suis plutôt d'avis de le maintenir, mais vraiment de le recomposer d'une manière à ce que tous les aspects de la question soient pris en compte. Et vous avez été entendu en quelque sorte, puisque 4 nouveaux membres sont arrivés Absolument. aujourd'hui dans ce conseil scientifique, parmi lesquels un pédopsychiatre ou une pédopsychiatre en l'occurrence, un vétérinaire aussi notamment. Donc il s'élargit, il se diversifie ce conseil. Je rappelle, sauf erreur de ma part, il n'y a aucun avis qui a été délivré depuis un mois par le conseil scientifique. Est-ce qu'il faut le supprimer ou pas? Est-ce que ça sert à quelque chose? Bien sûr, c'est très utile un conseil scientifique. On a besoin d'avoir des personnes qui savent comment fonctionne, comment est-ce qu'on gère une épidémie. Bon, tout le monde était perdu au début et sans ce conseil scientifique, on n'aurait pas su où aller. Le pouvoir politique ne pouvait pas gérer ça tout seul. Par contre, le problème, et c'est ce qui a déjà été dit, ça a été le conseil de défense. Et c'est là où du coup on peut beaucoup critiquer le conseil scientifique, c'est que à cause de ce conseil de défense où c'est des militaires et des politiques qui décident dans le secret de ce qu'on fait de la gestion de l'épidémie, le conseil scientifique a été totalement délégitimé et il a l'air de faire partie de ce tout qui ne permet pas à la démocratie de pouvoir gérer correctement cette crise du coronavirus. Après, une autre proposition, puisqu'apparemment on a l'air tous plus ou moins d'accord sur le conseil scientifique, pourquoi ne pas ajouter des citoyens, des citoyens lambda tirés au sort? Je pense que ça ferait du bien d'avoir, je vais prêcher pour ma paroisse, mais d'avoir un étudiant qui puisse dire, je vous préviens de ce que je vis, si jamais vous préconisez ci ou ça, je peux vous ramener vers la réalité et vous expliquer quelles seraient les conséquences de tout ça. Mais le problème du conseil scientifique, c'est ce qu'on en a fait, pas ce qu'il était. Oui, mais on ose espérer que le pouvoir politique a d'autres moyens que ce conseil scientifique pour entendre, par exemple, les étudiants et pour comprendre, avant que la situation ne soit tragique, qu'en effet, ils vont mal. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des corps intermédiaires, c'est à ça qu'ils servent, justement. Et tout le problème, c'est d'avoir un pouvoir qui ne s'appuie pas sur les corps intermédiaires et qui n'est donc plus relié à la base. Et là où je rejoins Geoffroy Lejeune, c'est vraiment la dimension de validation de décision que joue le conseil scientifique, c'est-à-dire que c'est une imprimature qui, en gros, est totalement factice. C'est bien pratique de se cacher derrière les experts. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le président décide seul, finalement, parce qu'il a besoin de conseils, quand même, le président. Et, mais en période de pandémie, d'épidémie, qui mieux que les scientifiques, qui mieux que les médecins peuvent conseiller le pouvoir politique? Lesquels? Ceux qui sont dans ce conseil ou ceux qui n'y sont pas? Il y en a tout autant. Et ils ne sont pas d'accord entre eux. Raoult était dedans, il a démissionné. Et voilà, c'est ça. Moi, je veux juste rappeler une chose, c'est que il a été créé le 11 mars 2020. C'est-à-dire qu'avant ça, il y avait déjà des enjeux de santé publique qui étaient gérés par le pouvoir politique avec des avis scientifiques et il n'y avait pas besoin de ce conseil. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'en fait, ce conseil a fait le ménage de entre guillemets, des gens qui pensaient pas comme lui. En tout cas, Raoult, pour reprendre le plus connu, a démissionné. Il faisait partie de ce conseil. Il en faisait partie, absolument. Il est parti Raoult, le professeur marseillais. Il était plus du tout d'accord avec ce qui a été dit et que quand ça l'arrangeait, le pouvoir politique disait, regardez, on a le conseil scientifique qui nous dit de faire les élections municipales, quand même, allons-y, parce que c'est eux qui ont raison, ce sont des médecins. Et en fait, on a découvert assez rapidement, d'ailleurs, médiatiquement, c'est intéressant, on s'est adapté. C'est-à-dire qu'au début, on écoutait les avis du conseil scientifique comme si c'était la vérité révélée, puis tout à coup, on s'est rendu compte que des médecins qui n'étaient pas dans ce conseil pensaient autre chose, et on a mis en scène la contradiction interne au corps médical, ce qui est extrêmement sain en réalité. Et donc, à un moment donné, ça sert de validation, ça vient d'en haut, on ne peut pas discuter, et à un moment donné, quand ça commence à agacer en réalité le pouvoir politique, typiquement le numéro de Delfrécy à la fin du mois de janvier sur le reconfinement. Il avait changé d'avis très rapidement, oui. Emmanuel Macron, puis qui après a dû changer d'avis pour justifier qu'il n'était pas en complet décalage avec le président. Emmanuel Macron décide de se passer de ses avis et ne les publie plus. Donc voilà, il y a cette espèce d'utilisation complètement arbitraire qu'on a été faite en réalité pour nous imposer une forme de docilité par rapport à la prise de décision, et ça, c'était pas très sain. Louis Boyard.
Vous vouliez réagir. En fait, quand j'ai dit qu'il fallait ajouter des citoyens dans le conseil scientifique, effectivement, c'était une erreur. Parce que, comme vous l'avez dit, les corps intermédiaires, c'est eux qui devraient prendre cette décision. Sauf qu'aujourd'hui, dans la façon dont sont gérées les choses, on a l'impression qu'il n'y a que le conseil scientifique qui a une parole qui compte. Et donc, oui, en fait, on ne devrait pas mettre des citoyens lambda dans le conseil scientifique parce qu'on devrait avoir d'autres corps qui devraient leur permettre de s'exprimer. Et en fait, c'est révélateur du problème du conseil scientifique. C'est ce qu'on en a fait. Effectivement, comme vous le disiez, chaque fois que le conseil scientifique sortait quelque chose, le pouvoir politique pouvait dire « j'ai la science derrière moi ». En fait, le conseil scientifique, c'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'on en a fait derrière. C'est que c'est devenu la caution scientifique de validation politique des actes du gouvernement, la seule instance dans laquelle on a l'impression qu'on peut se faire entendre par rapport au coronavirus. Et donc le conseil scientifique en l'état, dans ce qu'on en fait dans cette pandémie, effectivement, il est problématique. Il pose un problème démocratique surtout, plus que scientifique. Il est indépendant ce conseil ou pas ? On a du mal à comprendre en fait. Il est supposé l'être. Il est supposé l'être. Alors, dans le conseil scientifique, il me semble qu'il y a des personnes qui représentent le monde associatif. Donc, c'est vrai que ce ne sont pas des citoyens lambda, mais qu'en tout cas, la société civile est représentée d'une certaine manière. Il y a des déclarations de conflit d'intérêts qui sont faites. Donc, je vais m'y fier. Mais la réalité, c'est que on ne sait pas dans quelle mesure elle est représentative des dynamiques scientifiques en fait. L'impression qu'on a, c'est que le conseil scientifique émet des avis et qu'on a à l'extérieur un certain nombre de médecins qui disent des choses tout à fait contraires. Et sachant que nous ne sommes pas médecins, donc nous n'avons pas forcément les armes pour évaluer la pertinence des différentes opinions qui sont émises, c'est extrêmement compliqué. Donc dans quelle mesure on peut faire en sorte que ce conseil puisse refléter aussi les différents courants de pensée qui traversent cette science médicale, c'est peut-être aussi une question qui doit être posée. Une dernière petite question, pédopsychiatre, vétérinaire, il y a aussi un spécialiste d'un pôle de gériatrie et une infectiologue qui font leur entrée aujourd'hui même dans ce conseil scientifique. Certains sont pas parisiens d'ailleurs, niçois, Besançon. Voilà, donc on ouvre ce conseil scientifique enfin, vous pourriez dire. Est-ce que ce conseil, il peut changer dans les jours, dans les semaines qui viennent? Est-ce qu'il peut être plus efficace, peut-être plus à l'écoute de cette maladie? Je rappelle quand même que personne ne savait ce qu'était la Covid il y a encore environ un an. Il a fallu apprendre, il a fallu s'adapter. Enfin, c'est facile aujourd'hui de dire ça ne servait à rien, mais on aurait fait comment sans ce conseil? Alors, on aurait fait sans ce conseil, ça au contraire. Je pense qu'il y avait un moyen de consulter des scientifiques sans créer un comité avec certains scientifiques et pas les autres. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que là aussi, le pouvoir politique apprend. Faire rentrer un gériatre, faire rentrer un pédopsychiatre, c'est prendre en compte des problématiques qui ne sont pas uniquement des problématiques épidémiologistes. Parce que le problème, c'est d'avoir sans doute réduit la gestion de cette épidémie à le simple commentaire des courbes. Or, la question de la gériatrie, elle est fondamentale. Les gériatres sont habitués à comprendre ce que c'est que cet arbitrage très complexe pour une personne âgée entre l'autonomie et au contraire la dépendance. Comment on fait pour respecter la dignité de quelqu'un, donc sa possibilité par exemple de voir sa famille, d'arbitrer, de décider par lui-même s'il veut prendre des risques ou pas. Comment on accepte qu'une personne qui est fragile et dépendante est quand même un être humain capable de décider pour lui-même? Faut-il supprimer le conseil scientifique? Monsieur Lejeune, vous a-t-il convaincu? Monsieur Boyard? Il ne faut pas supprimer le conseil scientifique, on en a besoin, mais franchement, on peut vraiment regretter ce qu'on en a fait. Donc du coup, je vais dire pas convaincu, mais en même temps, il serait temps qu'ils en fassent autre chose, qu'ils s'en servent utilement. Madame Diallo. Alors pareil, parce que je pense que c'est une bonne question, mais pour moi, il faut plus le repenser que le supprimer. Donc je dirais que je ne suis pas convaincue, mais que la question est juste. Natacha Polony. Oh, je suis embêtée parce qu'on est tous à peu près du même avis. Je vais mettre un verre pour équilibrer. Mais c'est ça qui est surprenant parce que vous avez l'air tous d'être du même avis. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Oui. Bon, et bien voilà, donc ça fait 2 rouges, 1 vert, 2 personnes qui ne sont pas convaincues, une personne qui est convaincue. Le débat suivant, chacun peut en penser ce qu'il en veut, interprétation bouleversante ou massacre d'un monument de la chanson, mais pourquoi tant de haine contre Camélia Jordana et Isolde après leur Ne me quitte pas, ils ont été étriés sur les réseaux sociaux. Jacques Brel, version 2021, extrait. Que tu comprendras, je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leurs cœurs s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Rokhaya Diallo.
Alors, c'est pas l'extrait qui pose problème, parce que ça a été posté il y a un mois par Taratata et il n'y avait absolument aucune polémique. Donc, ce sont 2 artistes talentueuses qui ont surtout osé s'exprimer et qui ont reçu en retour des critiques extrêmement violentes, des injures racistes, sexistes, grossophobes et surtout un cyberharcèlement qui fait vraiment peur, qui fait vraiment froid dans le dos. Oui, ce sont des artistes qui dénoncent et je pense qu'effectivement, elles sont dans la position d'artistes. Nina Simone disait que le rôle d'un artiste, c'est de refléter son époque et je suis absolument d'accord avec cette déclaration qu'elle a faite à son époque. Elles sont fait connaître par le grand public en participant à l'émission La Nouvelle Star et puis elles sont imposées par leurs albums qui ont reconnu beaucoup de succès. Iseult a été récompensée comme étant la révélation de l'année des victoires de la musique, a présenté un show unique, un show engagé qui mettait en avant des femmes qu'on n'avait pas l'habitude de voir à la télévision. Camila Jordana a excellé dans tous les domaines artistiques dans lesquels elle s'est exprimée. Elle a reçu un César, une victoire de la musique. Elle a incarné Marianne. C'est une personne qui a pris la position justement au moment où la nation avait besoin d'être réunie. Et elles sont effectivement, elles auraient pu rester tranquillement posées dans le confort de leur succès et s'accommoder en fait du silence de l'industrie par rapport à des questions d'inégalité qui la traversent. Pourtant, elles ont eu le courage de dénoncer une situation qui était injuste, une situation sociale qui était injuste, et puis de ne pas être les créatures souriantes, dociles qu'on attend généralement de femmes qui sont des femmes artistes. D'autres artistes, lors des victoires de la musique, ont parlé. Pomme a dénoncé les agressions sexuelles qu'elle avait vécues dans le monde de la musique. Lou Sende Yakusa a interprété une chanson où elle dénonçait, elle se mettait dans la peau d'une personne qui avait été victime de viol. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les victoires de la musique étaient surtout les victoires des femmes engagées. Voilà, les 90 secondes sont écoulées. J'ai oublié d'annoncer les 90 secondes. Je vais essayer de m'en souvenir pour le prochain. Désolé, c'est moi. J'ai eu un moment de confusion parce que je ne voyais pas de décompte. Et puis non, c'est moi qui me suis planté tout simplement. Trop de haine contre ces 2 artistes, ces 2 chanteuses. Écoutez, alors pour moi il y a 2 sujets dans le sujet, c'est-à-dire que il y a premièrement la critique de ces 2 artistes et deuxièmement il y a le sujet des réseaux sociaux en fait que vous pointez, mais pour le coup je suis désolé, je suis absolument pas convaincu par ce que Rocaille vient de dire parce que je pense que les réseaux sociaux et principalement Twitter en fait aujourd'hui sont un peu la poubelle de notre époque, c'est-à-dire qu'il s'y passe des horreurs quotidiennes et en réalité tout le monde en est la victime. Ici vous savez tous ce que c'est, Natacha sait ce que c'est, Thomas j'imagine. Moi j'en suis sorti, j'ai quitté Twitter et je m'en porte très bien. Et la vraie question c'est celle-là, parce que en réalité c'est est-ce que il faut quitter Twitter pour arrêter d'être à la merci de ce genre de critiques? La vérité, je pense que le débat se situe à ce niveau-là. Ensuite sur le fait qu'elles en aient été victimes, oui ce jour-là, mais comme vous un autre jour, moi un autre jour et la chaîne BFM TV et des gens plus à droite. En réalité, dès que vous exprimez un point de vue, vous êtes la cible de harcèlement de masse, des choses les plus moches que notre société peut faire. Donc ceci, moi je le condamne, je le combats et je pense que la question de quitter les réseaux sociaux est une très bonne question qu'il faut décemment se poser. Maintenant, il y a la critique de ce qu'elles ont fait. Moi, je reconnais, j'étais outré par cette interprétation de Jacques Brel que j'ai découvert en effet sur Twitter. Je n'ai pas tweeté contre elle, mais par contre, je trouve que c'était atroce et j'étais très gêné par rapport à la chanson originale. Et ensuite, il y a ce que vous soulignez, c'est leur engagement politique. Moi, je suis pour que les artistes aient le droit à la parole, qu'ils aient des prises de position, y compris quand elles sont clivantes, etc. Et aussi pour le fait qu'on a le droit de les critiquer. On a eu le débat il y a quelques semaines ici sur Camila Jordana. Je dis moi tout le mal que je pensais de sa prise de position sur l'homme blanc responsable de tous les maux de la société. Iseult, que j'ai découvert récemment, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle fait un numéro sur une chaîne concurrente que j'ai trouvé incompréhensible et indéfendable. Et aujourd'hui encore, elle répond à ceux qui l'ont attaqué sur Twitter en mettant dans le même sac d'ailleurs Natacha, enfin, le journal de Natacha et le mien, Marianne des Valeurs Actuelles, dans un amalgame que Natacha n'a pas dû aimer, en disant que nous crachions sur son clitoris. Bon, il y a une vulgarité qui émane de... C'est surtout de l'humour. Enfin, je trouve ça très drôle. Pardon, mais moi, l'humour souvent me fait rire et en l'occurrence, j'ai pas du tout rigolé et j'ai pas compris en réalité surtout. En gros, je condamne sa vulgarité, ses prises de position évidemment, et je veux pouvoir le faire sereinement et je veux ne pas être amalgamé au torrent de haine qui est sur Twitter, qui en fait est souvent le fait d'anonymes, de gens pas courageux, de gens qui sont dans un réflexe de meute. Et je pense que c'est pas la même chose. Et en fait, c'est amalgamer les 2 phénomènes pour dire elles sont artistes, elles sont engagées, donc elles sont victimes. Je pense que cet enchaînement est faux. Voilà, c'est tout ce que je voulais répondre. Alors, ce que je voulais dire, c'est que juste pour répondre à ça, c'est que la vidéo a été publiée il y a un mois. Si elle est ressortie là et que tout le monde, tout d'un coup, s'est improvisé mélomane et gardien de la mémoire de Jacques Brel, ce n'est pas pour la raison de leur interprétation, mais véritablement parce que c'était un moment où on avait décidé, parce que je pense qu'une personne a cherché un moment où elles étaient ensemble et effectivement, tout le monde leur est tombé dessus pour des raisons... Honnêtement, c'est toujours le cas. Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'interprétation. Je ne pense pas qu'il y ait autant de personnes qui soient des connaisseurs
connaisseuses, des fines connaisseuses du répertoire musical français. Vous êtes en train de nous dire que si deux blondes aux yeux bleus avaient fait la même interprétation, il n'y aurait pas eu les mêmes problèmes. Si deux artistes qui n'avaient pas pris position politiquement avaient fait cette interprétation-là, elle aurait disparu dans les méandres de Twitter. Par ailleurs, ce sont quelques secondes. Moi, j'ai trouvé ça très beau. J'invite vraiment chacun et chacune à regarder l'interprétation dans son intégralité, parce que ce qu'on entend, ce sont effectivement quelques secondes. C'est comme si on prenait une chanson de Maria Carré et qu'on prenait 15 secondes où elle vocalise et on dit, mon Dieu, c'est atroce, ça ressemble pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un moment de la chanson, et une chanson, c'est pas 5 minutes 09, je crois, pour l'interprétation complète. Il faut l'écouter dans son ensemble, à mon avis. En effet, il faut distinguer surtout les différents éléments. Il y a la question de la façon dont on peut percevoir cette interprétation. Et honnêtement, toute reprise d'une chanson totalement mythique donne lieu en général à des torrents de protestations. C'est classique. Donc après, on en pense qu'on en veut. Ce n'est pas le problème. Le problème, là où Geoffroy Lejeune a eu raison de le souligner, il y a un problème des réseaux sociaux. Et en effet, elles ne sont pas les seules à se prendre des torrents de boue sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas uniquement parce qu'elles sont engagées contre les discriminations qu'elles se prennent des torrents de boue. Cette vidéo d'il y a un mois ressurgit maintenant. C'est classique, voyons. Le principe des réseaux sociaux. Mais le principe des réseaux sociaux, c'est de ressortir des éléments, de les faire ressurgir à un moment donné, parce qu'une personne va avoir pensé à ça. Je pense que ce n'est pas le fait uniquement de Camélia Jordana et Iseut que de se prendre ce genre de choses. En revanche, moi, je découvre... ne prends pas des insultes racistes et grossophobes. Il y a quand même quelque chose qu'on crée à la personne. D'autres se prennent des insultes. Oui, mais qui sont caractérisées par ce qu'elles sont en tant qu'individus. Mais c'est le principe d'une insulte. Tout le monde, hélas, tout le monde, et avec des mensonges, et avec des distorsions. Pas avec les mêmes termes. Alors, en revanche, oui, il est insupportable qu'il y ait des insultes racistes, qu'il y ait des insultes sur le physique, etc. Bien entendu, mais encore une fois, les réseaux sociaux fonctionnent comme ça. Juste une chose. Le problème, moi, ce qui me gêne quand je vois... En effet, les prises de position d'Iseut, c'est je n'ai vu de sa part que des interviews pour expliquer qu'elle était une victime, que c'était affreux, qu'elle avait subi des choses que personne ne subissait, que subissent seulement les femmes noires, les femmes grosses. Elle met en avant en permanence le fait qu'elle est noire et grosse, tout en disant « il est scandaleux qu'on me réduise à cela ». Et ça, pour le coup, je trouve ça un peu... Et encore une fois, c'est indépendant des torrents de boue qu'elle se prend. Mais... il y a quelque chose là qui me fait dire que quand vous expliquez qu'elle a eu le courage de prendre des positions dans une industrie très formatée, mais c'est pas vrai. L'industrie de la musique, au contraire, depuis quelques années, joue de ce genre de choses et l'utilise et le met en avant. Donc il n'y a pas de, au contraire, de victime, puisque on est au contraire dans une façon pour l'industrie du disque de récupérer les combats. Et pardon, mais si on regarde le temps qu'a mis Jacques Brel, lui, pour réussir à tout simplement être accepté sur une scène pour chanter, ça a été un parcours du combattant que peut-être Iseut n'a pas tout à fait eu. Alors après, elle a dû subir du racisme dans sa vie, évidemment, et c'est inacceptable. Mais de là à passer son temps à pleurer sur son sort, c'est peut-être un tout petit peu excessif. On n'a pas entendu le Boyard. En fait, si on veut penser à la haine qu'elles subissent, il ne faut pas seulement penser aux réseaux sociaux, il faut aussi penser à tout ce qu'il y a autour. Moi, je pense par exemple à la une de Valeurs Actuelles sur Camélia Jordana. Il y a tout un effet médiatique autour d'elle. C'est pas de la haine, camarade, c'est une façon de contester ce qu'elle dit. Oui, mais ça n'a rien à voir avec de la haine. Je sais, mais en fait, le truc, c'est qu'on conteste chacun de leurs faits, chacun de leurs mots, alors qu'il y a beaucoup d'autres artistes qui prennent position. Je vais vous prendre l'exemple de Nicolas Bedos avec ses stories absolument aberrantes où il nous appelle à nous embrasser sans masque. Il a quitté les réseaux sociaux pour ça. Est-ce qu'il a eu le droit à sa une des grands journaux alors que le mec a quand même appelé à s'embrasser en pleine épidémie? Ces gens-là sont ciblés. En fait, on cible leur art pour leur prise de position. Et c'est ça qu'un artiste prenne position. Mais il y a quand même un acharnement, une haine qui de toute façon existera, mais qui est quand même complètement disproportionnée par rapport à des prises de position avec lesquelles, certes, on peut ne pas être d'accord, mais quand on est des artistes engagés et qu'on a le droit à un harcèlement sur les réseaux sociaux, qu'on sort dans la rue et qu'on voit sur les kiosques sa tête avec marqué qu'on a des personnes remplies de haine, je comprends que ce soit des personnes qui souffrent et qui demandent la fin de cette haine. J'ai pas répondu à Natacha Polony. Je pense que Iseut n'a pas surgi il y a 15 jours. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle a un discours qui est très peu, qui porte sur quelques thématiques, alors que ça fait très longtemps qu'elle est engagée dans la vie artistique et elle a eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises. Et je pense que le fait de retourner, ce qu'on appelle retourner le stigmate, de prendre un trait caractéristique de ce qu'on est, qui est stigmatisé dans la vie sociale et d'en faire un objet d'art, moi je vous invite vraiment à regarder
regarder sa performance sur le plateau des Victoires de la musique, où elle était entourée de femmes qui étaient grosses. C'est une manière de dire non, je ne me plains pas, je m'affiche sur la scène avec un show inédit, et après, effectivement, elle raconte ce qu'elle subit. Je pense que, honnêtement, je pense pas que ce soit super facile dans la France actuelle d'être une femme noire et grosse artiste. Je préfère nettement sa performance artistique plutôt que ce discours qui consiste en permanence à expliquer qu'on est une victime, alors qu'à côté de ça, justement, elle oublie toute une part de la question des discriminations qui visiblement ne l'intéresse pas, comme les discriminations sociales, économiques. Elle est en permanence à se positionner comme étant victime de quelque chose qu'elle met en avant et dont elle se sert. C'est ça elle le met en avant parce que justement c'est ce qui la dessert. Et pour Nicolas Bedos, moi je me souviens quand même qu'il a reçu un César l'année dernière pour La Belle Époque. Ça n'a pas déclenché une vague de cyberharcèlement, alors que ces artistes, à chaque fois qu'elles sont récompensées et mises en avant, ça déclenche une vague de cyberharcèlement qui est différente. Et ce qui est particulier, c'est pas du tout la même chose. C'est absolument pas la même chose. Mais c'est exactement la même chose. Ce n'est pas la même chose. Son César, qu'est-ce qui s'est passé après son César? Est-ce que des gens ont ressorti des vieilles vidéos pour dire qu'il était problématique? Les réseaux sociaux marchent comme ça, et Bedos a pris une vague de cyberharcèlement après son César. Mais c'est pas une question de César, c'est une question. Là, c'est la question des Victoires de la musique. C'est la question de la prise de position qui a été dérangeante. Moi, je veux juste répondre sur un point extrêmement important sur la question de est-ce qu'elle est critiquée artistiquement à cause de ses prises de position. Dans Valeurs Actuelles, si vous lisez attentivement ce qu'on a écrit, on a justement souligné au sujet de Camilla Jordana, qui était en couverture pour ses prises de position personnelles, que c'était une bonne artiste, que moi je suis d'accord pour dire que c'est une très bonne actrice, qu'elle a une très belle voix, qu'elle chante très bien. J'ai même voté pour elle, figurez-vous, à l'époque, quand elle a gagné la Nouvelle Star. C'est pour vous dire à quel point j'ai aucun problème avec ce qu'elle fait artistiquement. Et quand elle a perdu en demi-finale de la Nouvelle Star. Merci Natacha. Et donc, du coup, c'est pour vous dire qu'on est capable de distinguer les deux. C'est juste que faut arrêter de faire croire qu'elles sont victimes d'un système raciste, alors qu'elles ont toutes les deux la possibilité de faire une carrière incroyable, qu'elles sont récompensées dans un système qui est soi-disant raciste, et que les victoires. Parce qu'on est reconnu par un système qui est oppressif qu'il n'y a pas d'oppression. C'est comme si vous me disiez que Barack Obama, son élection, a mis fin à un système qui est raciste dans son pays. Le fait qu'il y ait par exemple une femme à la tête d'un État ne va pas effacer le sexisme. On peut avoir des femmes extrêmement bien reconnues en France, par exemple. Ça n'empêche pas que la France a un problème de sexisme. Dans ce cas-là, tout le monde est opprimé. Dans ce cas-là, tout le monde est opprimé. Il y a encore deux autres débats qui, vous allez le voir, sont tout aussi vous êtes opprimé par quoi? Qu'est-ce qui, dans vos caractéristiques, vous a exclu à un moment donné de votre vie? Vous êtes opprimé par quoi? Mais je suis insulté, moi, toute la journée pour mes prises de position. Mais oui, mais c'est vos idées. Certains de vos amis. Je parle d'identité, en termes d'identité. Vous croyez que je suis pas attaqué sur le physique, moi aussi, toute la journée? C'est exactement la même chose. Isole Jordana, trop de haine, c'est l'heure du verdict. Il y a un petit jingle, oui, ça y est. Convaincu ou pas? Alors Je pense qu'on attaque leur art à cause de leur prise de position. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faille distinguer les deux, mais en plus de ça, il y a un acharnement médiatique et aussi sur les réseaux sociaux. Donc oui, trop de haine et il faut arrêter ça. Natacha Polony. Qu'il y ait trop de haine et que les réseaux sociaux soient absolument effarants dans le déversement des pulsions, on est tous d'accord là-dessus. En revanche, je ne pense pas qu'il y ait là qu'elle soit victime spécifiquement de quelque chose que les autres ne subissent pas. Donc non, je ne suis pas convaincue. Accessoirement, je n'ai pas du tout aimé leur interprétation. J'ai trouvé ça épouvantable parce qu'elles en faisaient 10 fois trop. Et qu'en fait, il y a un moment où il faut arrêter d'en rajouter et d'en faire des caisses quand on chante. Alors je veux juste me permettre, je sais que c'est pas l'usage, mais je veux juste dire qu'il y a un chiffre d'Amnesty International qui dit que les femmes noires sur Internet ont 84% de risque en plus d'être mentionnées dans des tweets violents parmi les autres femmes qui elles-mêmes sont plus ciblées par les tweets violents que les hommes. Donc oui, il y a des chiffres qui montrent quand même que... N'ayez pas peur, quittez les réseaux sociaux. Geoffroy Lejeune, le verdict. Non, moi je suis pas du tout convaincu, mais ne serait-ce que parce qu'en fait, on vit dans un système... Vous essayez de construire un discours disant qu'on vit dans un système qui oppresse par nature, et en réalité, on constate avec la carrière qu'elles font, qui pour le coup elles doivent à leur qualité, mais avec la carrière qu'elles font, on voit bien que ce système les promeut et leur permet d'être aujourd'hui des artistes parmi les plus écoutés. Et donc en réalité, vous ne faites que décrire une violence banale sur les réseaux sociaux qui ne les concerne pas ni en tant que femme, ni en tant que personne grosse ou racisée comme vous dites, et qui en réalité concerne toutes les personnalités publiques. C'est dramatique, mais en fait ça concerne tout le monde. Voilà, donc le résultat, 2 qui ne sont pas convaincus, une personne convaincue. On prend les mêmes et on recommence. Elle agace au plus haut sommet de l'État. Claire Hédon est défenseur des droits. Elle a proposé la création de zones sans contrôle d'identité à titre d'expérimentation et ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas à une partie de la classe politique. Premier ministre compris, il l'a fait savoir aujourd'hui très publiquement. Écoutez Jean Castex. Le savez toutes et tous, la défenseur des droits, autorité pour laquelle nous avons tous beaucoup de respect, est une autorité administrative indépendante
qui formule un certain nombre de préconisations. Il se trouve que le gouvernement de la République est également indépendant de la défenseure des droits et que, avec tout le respect, je le répète, dû à cette institution, je dis solennellement devant le Sénat et devant le pays qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de zone sans contrôle d'identité en application des lois de la République. Je vous remercie. Voilà, vous l'avez vu, il bouge bien la tête, le Premier ministre, pour bien vous convaincre. À l'Élysée, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas de limite à l'imbécilité, grosso modo. Vous aurez compris de quoi il s'agit. Lou Bayard, pourquoi faut-il défendre Claire Hédon? Vous avez 90 secondes, j'ai pas oublié le chrono. Alors, je vais inviter les téléspectateurs à faire une expérience que moi-même j'ai fait avec mes amis. Je vous invite à aller demander à vos amis combien de fois est-ce qu'ils se sont fait contrôler par la police. C'est une expérience que j'ai fait avec des amis. On était moins de 6 pour assurer Jean Castex. Je demandais à mon ami Lilian, qui a la couleur de peau noire, combien de fois est-ce que tu t'es fait contrôler? 11 fois. Je ne me suis jamais fait contrôler de ma vie. J'ai demandé à mon ami Kenza, qui vient de Grenoble, des quartiers de Grenoble, 30 fois. J'ai demandé à mon ami Anthony, il s'est fait contrôler seulement une fois. Ce qu'a montré la défenseur des droits, c'est que une personne qui est perçue comme noire ou arabe a 20 fois plus de chances de se faire contrôler qu'une personne blanche. Alors là, la défenseur des droits a dit, je vais vous proposer une solution. On va créer des zones dans lesquelles les contrôles d'identité seront interdits. Personnellement, je ne pense pas qu'il faille créer des zones. Moi, je crois que la loi devrait être applicable sur tout le pays. Mais je pense que, comme dans la majorité des pays européens, il faudrait interdire les contrôles d'identité, qui sont des contrôles pourtant très régulés, mais utilisés abusivement par la police, très arbitraires et en fait souvent discriminants. Et puis surtout, je pense qu'il va falloir commencer à respecter la défenseur des droits. Castex a rappelé tout son respect, mais le président de la République, quand même, le garant des institutions, qui dit que la défenseur des droits a franchi les limites de l'imbécilité. Ce mec est censé garder les institutions, les représenter, et il ne fait aucune cohésion. Et donc du coup, à la fois, j'aimerais appuyer la proposition de la défenseur des droits en proposant de supprimer les contrôles d'identité sur l'ensemble du territoire national, et j'aimerais aussi que les institutions de la République, à commencer par le président de la République, respectent la défenseur des droits, parce qu'elle défend des droits, le gouvernement passe son temps à la critiquer, et puis finalement, quand on est gouvernement de la République et qu'on critique la défenseur des droits, on voit qu'on a les ennemis qu'on mérite. Et ça fait pas envie à les voir. Merci, Louis. Natacha Polony. Sévère, hein? Mais non, mais il y a plusieurs choses là-dedans. Nous sommes d'accord, il y a un problème de contrôle aux faciès. Et ça fait des années que ça dure. Et il y a des solutions possibles. Par exemple, les récépissés, par exemple, les caméras piétons pour les policiers, une formation également pour les policiers. Et en effet, même si je ne vous rejoins pas sur la suppression des contrôles d'identité, ils sont très souvent inutiles et ils peuvent parfois être utilisés pour, disons, détourner de leur but normal. Et en effet, ils doivent être conditionnés à la suspicion d'une infraction. Donc là-dessus, on est d'accord. Mais là, c'est pas de ça dont on est en train de parler. On est en train de parler, donc, de la défenseur des droits qui sort une proposition parfaitement débile, et donc le président de la République et le Premier ministre considèrent que la proposition est parfaitement débile. Pourquoi c'est débile? Parce que cette proposition-là, justement, laisse entendre que systématiquement les contrôles serait illégitime, que donc la police, dans son ensemble, serait illégitime dans son action dans certains endroits, dans certains quartiers. Parce que quels sont les endroits où on va décider qu'on ne fait pas de contrôle? Or, ça jette une suspicion sur la police qui, à mon avis, n'est pas la bonne manière de faire. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir aux différentes dispositions qui peuvent exister, mais l'idée qu'il y aurait des endroits où les citoyens ne seraient pas traités de la même façon que les autres, je trouve ça absolument effarant pour ma part. Mais donc je pense que c'est idiot. En revanche, il faut s'interroger, vous dites c'est une institution formidable, les défenseurs des droits. On l'a déjà évoqué la dernière fois, il faut rappeler de quand elle date. 2008, elle a été décidée elle a été inventée, cette institution, par le comité Balladur, qui était chargé de réfléchir à la façon d'améliorer les institutions. C'est-à-dire qu'on avait détruit les institutions de la Ve République petit à petit, il n'y avait plus aucune confiance entre les citoyens et les institutions. Et du coup, des experts imaginent cette idée, on va mettre quelqu'un qui va défendre les droits. Ce qui en fait ne correspond pas à un régime républicain. C'est très inspiré des démocraties libérales anglo-saxonnes, mais ça ne colle pas avec nos institutions dans lesquelles, en fait, la République, c'est l'émanation de tous les citoyens. Donc c'est la République qui doit défendre les droits. Il faut changer la République si elle ne défend pas les droits, mais pas mettre une instance extérieure. Et je pense que la question, c'est de savoir si, en fait, cette instance n'est pas dans son essence même, une défense uniquement des droits individuels sans jamais prendre en compte le bien commun.
Or, c'est un déséquilibre qui est malsain. À ça, j'aurais 3 réponses qui, en fait, finalement, seront des questions. Si jamais on veut garder les contrôles d'identité, alors déjà, demandons-nous, en quoi est-ce qu'un contrôle d'identité est utile ? 95% du temps, le contrôle d'identité ne sert à rien. Et par contre, parce que le contrôle d'identité existe, quand on est perçu comme noir ou arabe, on a 20 fois plus de chances de se faire Je viens de vous dire contrôler. qu'il faut le réduire et que, justement, la plupart du temps, ça sert à rien. Donc, Vous on est disiez d'accord une deuxième là-dessus. chose, c'était qu'il fallait pas que ça existe uniquement sur des petits endroits sur le territoire. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je propose de le supprimer sur tout le territoire, parce que visiblement, ça n'a pas d'utilité, que en plus ça crée des conséquences qui sont graves quand même, des discriminations qui sont vraiment très graves dans la République. Et puis enfin, quand on voit les réactions du gouvernement, quand on voit à quel point applaudit le Sénat, si jamais il n'y avait pas la défenseur des droits, qui est-ce qui aurait pour défendre les Noirs et les Arabes qui se font contrôler 20 fois plus que les Blancs ? Rokhaya Et il y Diallo. a plein de gens, puisque ça fait des années que des associations se battent pour ça. Il n'y a pas que la Et le défense pouvoir des droits. politique ne l'entend pas. Justement, c'est un serpent de mer, on en discute. Et si, il y a eu des débats sur le récépissé, le pouvoir politique, hélas, a abandonné, par exemple, cette idée-là ou celle des caméras piétons. Il faut y remettre sur le tapis. Ces zones sans contrôle d'identité, bonne, mauvaise idée, Claire Hédon? Moi, je pense que de manière générale, il faut complètement remettre en question le contrôle d'identité parce que sa pertinence est tout à fait discutable, étant donné que 95% d'entre eux n'aboutissent pas et qu'il y a effectivement une partie de la population qui est surexposée à ces contrôles et que souvent, on le dit très peu, mais ces contrôles donnent lieu à des fouilles abusives et aussi à des palpations et à des injures. C'est aussi ce qui caractérise les raisons des plaintes. En ce moment, il y a quand même une action de groupe qui a été portée par 6 organisations nationales, locales et internationales, justement, pour demander à l'État de répondre, en fait, pour dénoncer l'État et son inaction. Il faut rappeler... Alors, Donc vous voulez défendre Claire Hédon, c'est ça? Absolument. Et si on parle de l'État et de la République, je trouve que c'est intéressant. Il faut rappeler que la République, l'État français, s'est engagé devant les Nations Unies en 2013 à Genève à mettre fin à ce qu'on appelle le profilage racial dans le langage du droit international ou au contrôle aux faciès, et que la République a été condamnée par sa propre cour de cassation le 9 novembre 2016 pour faute lourde. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Je pense qu'effectivement le défenseur des droits succède à la HALD, qui était une haute autorité de lutte contre la discrimination, et justement, en fait, il y a la fusion de plusieurs entités qui existaient auparavant, et c'est effectivement une demande qui avait été faite de transposition dans le droit local français au niveau européen d'une instance qui permette en fait aux citoyens d'avoir une institution qui explique en fait, qui puisse rendre des avis quand des populations sont discriminées, et pas seulement pour des raisons liées au racisme, mais aussi pour des raisons d'homophobie, pour des raisons de sexisme. Il y a 17 critères de discrimination, donc c'est énorme, et ça peut effectivement, les questions de handicap, les questions de conviction religieuse, des questions de responsabilité syndicale. Donc potentiellement, ça peut concerner tout le monde. Tout le monde peut un jour être discriminé pour des raisons économiques, territoriales, raciales, sexistes, d'homophobie, etc. Donc pour moi, c'est une institution qui est importante et je pense qu'il faut mettre fin au contrôle d'identité parce que beaucoup d'entre eux sont discriminatoires et abusifs. Mais les mots d'Emmanuel Macron, la précision cet après-midi de Jean Castex contre la défenseur des droits, c'est capital quand même, cette institution en France. On l'a vu avec Jacques Toubon avant. Ça met le doigt souvent sur des choses qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal. Est-ce qu'il faut sauver Claire Hédon de ce pouvoir politique? On parlait tout à l'heure de l'indépendance, que c'était utile dans le fonctionnement d'une démocratie, que c'était bien qu'il y ait des pare-feux en quelque sorte. Et là, on nous dit finalement non. Non, moi je suis pour la suppression du poste en réalité, donc je vais pas venir au secours de Claire Hédon là maintenant, et je vais vous dire notamment pourquoi. Elle ne fait rien que les tribunaux ne puissent déjà faire. Donc en réalité, je pense qu'en fait c'est un instrument idéologique au service de l'affaiblissement de l'État, et que d'ailleurs c'est à la merci des ONG dont parlait Rokhaya tout à l'heure. Maintenant, pour revenir sur le fond du débat, moi je conteste radicalement la notion de contrôle aux faciès. En réalité, si vous rentrez dans le détail de ce que vous appelez les contrôles aux faciès, vous allez comprendre déjà que dans un cas sur deux, on parle de contrôles qui sont effectués à la demande après des plaintes. C'est-à-dire que, en gros, pour aller très vite, on vous demande quand vous allez déposer une plainte. Moi, je l'ai fait il y a très peu de temps pour porter plainte contre une intrusion dans les locaux du journal où je travaille. On m'a demandé de décrire la personne qui s'était filmée en vidéo en train de rentrer dans les bureaux. Et je dois la décrire. On me demande sa couleur de peau. Vous me connaissez, je décris pas les gens par leur couleur de peau, etc. On me demande de décrire ça. Donc, évidemment, quand les policiers vont chercher la personne en question, ils vont chercher une personne de type africain. C'est la manière dont ils m'ont fait décrire dans la plainte que j'ai déposée l'agresseur, celui qui s'était introduit dans les locaux de Valeurs Actuelles. Donc à partir de ce moment-là, il y a un contrôle sur deux qui est téléguidé par la plainte parce que l'agresseur a été désigné à l'avance. La deuxième chose, c'est
pourquoi est-ce que ça concerne plus les populations immigrées? Il faut imaginer ce que c'est le Non, travail. c'est pas noir et arabe, c'est pas immigré, hein, c'est pas la même chose. J'ai dit pourquoi est-ce que ça concerne plus les endroits où il y a une population d'origine immigrée. Je vais vous expliquer, c'est très simple. D'origine étrangère. C'est d'origine L'immigration, c'est un étrangère. mouvement. Ah oui, ok, pardon pour cette. Ah mais c'est Ah, je me important, suis- mais je veux dire, moi je fais partie des gens dont on questionne toujours la nationalité, donc Mais moi, je les suis- mots sont importants. Vous êtes Moi, je- journaliste, C'est en pas la plus, même les chose, mots, ouais, c'est c'est très pas important. pareil, c'est pas pareil. Non, mais Il y d'origine. a des immigrés blancs, Non, mais il y a des d'origine- immigrés non blancs, c'est pas la même chose. D'origine immigrée, c'est français, ça se dit, et les gens comprennent, ne vous inquiétez pas. Et par ailleurs, je suis beaucoup moins obsessionnel que vous sur cette question, donc Et je reconnais que. par ailleurs, on a des dans la concitoyens qui précision- ne sont pas immigrés, qui sont issus des Outre-mer, Oui. qui sont aussi surexposés au contrôle au faciès. Donc Bien c'est pas sûr. forcément des immigrés. Bien sûr. Bon, en tout cas, d'origine immigrée, existe en langue française. Bah, si, c'est si, pas ça veut l'esclavage dire que c'est une immigration, ça veut je ne dire sais quelque pas. chose. Donc, j'en viens à cette question. C'est parce que vous avez le travail de la police qui est extrêmement compliqué à faire au quotidien, qui est retardé par des problèmes de moyens, de procédures pénales, etc., etc. Et vous avez à un moment donné des gens qui sont obligés de faire des enquêtes sur des choses dans ce qu'on appelle, et vous êtes la première à le déplorer, chère Rokhaya, des ghettos, des quartiers abandonnés, oubliés de la République, etc., où il y a une forte concentration de population issue de l'immigration. J'ai bon là sur la formulation. Non blanche, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas issus de l'immigration et qui ne sont pas blancs. Bon. Bah, si vous venez de Guadeloupe, vous n'êtes pas un immigré, mais, Non, vous, êtes mais- vous pouvez être noir. D'accord. C'est pas la même chose, Non, c'est mais important. je pense quand même que les gens comprennent. Enfin, je veux dire, Mais oui, mais les Guadeloupéens, ils sont pas immigrés. Donc si vous leur dites qu'ils sont issus de l'immigration, c'est problématique. Bon. Eux comprennent pas, par exemple. Je dirais pas non blanc en fait. Honnêtement, je suis désolé. Bah, c'est ça, la Non question. mais vous voulez. Mais donc je finis là-dessus. Oui, terminons. Et vous avez à ce moment-là donc des concentrations que vous êtes la première à déplorer, et la police va faire son travail dans ces quartiers-là. À ce moment-là, comment voulez-vous, pour le dire très simplement, comment voulez-vous, dans une enquête par exemple dans le cadre de trafic de stupes, dans un endroit où il n'y a pas de population de petits blancs, comment voulez-vous qu'on contrôle des petits blancs à cet endroit-là? C'est en gros en Seine-Saint-Denis ou dans les plaques tournantes, c'est évidemment là qu'il y a le plus de contrôle, parce que c'est évidemment là qu'il y a le plus de travail d'enquête, et c'est évidemment donc à ce moment-là, c'est pas une question de racisme. Je rappelle que la police, c'est une des administrations qui a ce sera le mot de la fin, le plus parce de qu'il gens reste un de débat. couleur en son sein. C'est pas une question de racisme, c'est une question de la manière dont le trafic est organisé, donc c'est de la sociologie, c'est pas du racisme. Alors, Louis Bayard, quelques mots, vraiment. Très parce vite. que là, on est Déjà, super à la j'aimerais bourre. terminer. J'ai donné un exemple. Avant, Lilian contrôlé 11 fois, il a la couleur de peau noire. 4 fois. 4 fois en 3 mois. À cause du D'accord, très bien. confinement. Kenza, 30 fois, parce qu'elle est d'origine algérienne. Les Mais- personnes qui ont une couleur de peau, elles le vivent, le contrôle aux faciès, et elles le disent. Ensuite, deuxièmement, Et c'est la pas- défenseur des droits, faciès. vous voulez la Moi, je me supprimer. promène à des Si elle horaires où j'ai pas le n'existait droit. pas, on ne saurait pas qu'en France, une personne perçue Mais comme si. noire Mais bien ou sûr que arabe, si. Mais elle on est le sait contrôlée très 20 bien. fois Évidemment plus. que si, bien C'est sûr. la Mais on seule le à sait, avoir mais fait on un le sondage. mais pas du tout. On le C'est la savait seule à bien avoir fait un avant qu'il sondage. existe cette institution. Moi, je suis d'accord avec vous qu'il y a un problème là-dessus, parce que même dans les quartiers où il n'y a pas de concentration de population immigrée, en effet, la probabilité de se faire contrôler quand on a une peau colorée est plus forte. Ça, oui, c'est vrai. Donc je suis d'accord avec vous. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, parce que nous on constate ça, il faut trouver Claire Hédon Et c'est vraiment le mot formidable de la alors fin, qu'elle a parce dit que une là, ânerie. sinon, on va parler de cannabis après. C'est pas mal aussi. Hein, Ça va nous détendre. voilà, peut-être, on ne sait pas. C'est lié. Qui vous a convaincu? Allez, ça c'est le petit jingle. Rokhaya Diallo. Moi, je suis convaincue, et je suis d'autant plus convaincue qu'il a été dit que les contrôles par Geoffroy Lejeune étaient concentrés dans des quartiers populaires, mais les personnes qui ont gagné et qui ont fait condamner l'État pour faute lourde ont été contrôlées dans le quartier d'affaires de la Défense. Donc ça n'avait absolument rien à voir avec un quartier populaire ou un quartier où il y avait un trafic quelconque. C'est leur couleur de peau, et c'est ce que déclare la Cour de cassation. Natacha Polony. Pas convaincu, parce que si nous pouvons être d'accord sur certains constats, le sujet de notre débat, c'est de savoir si Claire Hédon a dit une ânerie ou pas, et si la solution qu'elle proposait était bonne ou si elle était idiote. Je pense que la solution qu'elle proposait était idiote et que ça dénote un problème de cette institution. Voilà. Geoffroy Lejeune. Sans surprise, pas convaincu non plus. Et je vais dire aussi quelque chose. Le vrai problème des contrôles de police, c'est pas tellement les contrôles de police en tant que tels, c'est quand ça dégénère, quand ça se passe mal. Et je constate qu'il est très rare que ça se passe mal quand la personne qui est contrôlée obtempère, montre ses papiers, ne dit rien. Et systématiquement, dans les affaires qui font du bruit médiatique, on constate que la personne contrôlée s'est rebellée, a refusé, a dit c'est la 3e fois, etc. Même si Certains ça se producteurs passe de bien. musique ne s'étaient pas franchement Non. rebellés Et par puis- rapport à ce qui et se même passe. si Oui, ça se enfin, passe Bien bien, sûr que si. se faire Justement, contrôler, c'est on ça sait le plus cœur qui du s'est pris dans la problème. tête, si on réagit On pas, arrive c'est quand à un même... Non, mais je suis désolé de vous dire, l'affaire est beaucoup plus compliquée que ça. Il a été menaçant, il avait des copains juste à côté. C'était pas des copains, c'était des jeunes rappeurs qui le produisaient, qui sont descendus, les qui policiers sont ont eu peur. montés. Non, non. L'affaire n'est Pardon, pas je aussi relance simple. quelque chose, Les j'aurais pas gamins, dit ils du étaient tout, des du tout, du tout. Il est 20h41, on va passer à la suite. On va passer à la suite parce que ça va nous intéresser la suite. Faut-il légaliser le cannabis? Pourquoi? Quand? Comment? Othman Asroué est premier vice-président LR de la région Île-de-France et lui, il est contre.
totalement opposé à titre personnel à cette légalisation parce que en réalité, elle ne réglera rien. La question, c'est quel modèle de société on veut. D'abord, ça va entraîner une hausse de la consommation. Ça, c'est un fait qui n'est contesté par personne. Les autres pays qui ont légalisé ont vu leur consommation exploser. On ne peut pas mettre des millions en matière de prévention et en matière de santé publique pour lutter contre les effets de la consommation du cannabis et légaliser une substance qui est de toute façon, de manière incontestable, une substance nocive. Légalisons le cannabis. Natacha Polony, vous êtes pour. Vous avez 90 secondes pour nous convaincre. Alors d'abord, on va remettre les choses en place. Nous sommes en France les plus gros consommateurs de cannabis en Europe. Il y a à peu près, on n'en sait rien puisque évidemment ce n'est pas légal, mais il y aurait jusqu'à 900 000 consommateurs quotidiens. C'est absolument énorme. Ça veut dire que c'est un échec majeur. Cela dit, c'est pas parce que c'est un échec qu'il faut considérer qu'on devrait autoriser quelque chose qui n'est pas autorisé. C'est pas ça le vrai argument. Le vrai argument, c'est de considérer que d'abord, il n'y a aucune prévention faite pour expliquer aux jeunes à quel point c'est dangereux, à quel point ça peut faire basculer dans la dépression, dans la schizophrénie, ça déclenche des psychoses. Enfin, c'est vraiment pas anodin du tout le cannabis. Or, pour l'instant, on fait comme si ça n'existait pas parce que c'est interdit. En revanche, ce qu'il faut se dire, c'est que légaliser le cannabis, moi, je ne suis pas sûre que ce soit une solution bonne et je ne suis pas sûre que ce soit la solution miracle. Ce que je sais, c'est qu'il faut tenter. Premier point, ça ne veut pas dire l'option Cohn-Bendit, on légalise parce que c'est génial et on va tous s'amuser. Je pense qu'il faut des filières d'État qui contrôlent, qui sachent ce qu'il y a de vendu sous le nom de cannabis, qui puissent avoir le monopole de la production, histoire qu'on sache exactement qui fait quoi. Premier argument, ça détruit les trafics, ça les fait exploser. En revanche, et c'est là où ça devient intéressant, ça oblige les politiques à affronter ça. C'est-à-dire aussi à affronter le chômage de masse dans les banlieues, le chômage des jeunes, et donc ça les oblige à mener une véritable politique d'emploi pour compenser. Donc ça pourrait être intéressant, mais encore une fois, il faut manier ça avec prudence. Faut-il légaliser le cannabis ? Oui, moi je pense sincèrement qu'il faut légaliser le cannabis et je rappelle que ça sert à rien le cannabis. Il faut pas en fumer, c'est mauvais. Au début on commence à tirer sur un joint, c'est sympathique, on s'amuse et puis ensuite le lendemain et dans 6 mois on en fume tous les jours et on est incapable de rien. Et ce qui me choque le plus avec le cannabis, c'est qu'il y a des personnes qui sont enfermés dedans, qui sont plus capables de rien. Je pense surtout aux personnes qui en vendent. Il y a des personnes qui sont dans une telle situation de pauvreté qu'ils sont prêts à prendre le risque et ils tombent dans la drogue derrière. Après, je pense que s'il faut le légaliser, c'est aussi pour voir ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, beaucoup de ce que les gens fument, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et c'est extrêmement dangereux. C'est souvent des substances qui sont toxiques, du caoutchouc ou entre autres. Et enfin, je pense que ça rapporterait beaucoup d'argent. Ça coûte 560 millions. C'est ce qu'on met dans la répression. Si jamais on nationalisait, on prenait la production, la vente, ça nous rapporterait 1 milliard en enlevant ce que ça nous coûterait avec la lutte contre la répression. Donc ça nous ferait 1 milliard et 500 millions pour lutter contre le cannabis, faire de la prévention, créer des centres d'accompagnement. Donc oui, il faut légaliser le cannabis. Je pense aussi qu'il faut légaliser parce que, comme vous l'avez dit, on est le pays d'Europe où la consommation est la plus importante et pourtant on a les politiques les plus répressives. Donc ce qui montre bien qu'il n'y a absolument aucune corrélation avec tous les moyens qu'on met en œuvre pour lutter contre sa consommation et le fait que les gens continuent à consommer. Après, dans la pratique de la consommation, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre les pratiques récréatives et les personnes qui sont en situation d'addiction où là, effectivement, il faut mettre en place vraiment des politiques de prévention, des politiques d'information, des politiques de santé publique qui permettent effectivement aux personnes de savoir les risques qu'elles peuvent prendre. Et puis effectivement le fait que le cannabis soit vendu de manière transparente avec une possibilité de contrôle de l'État, c'est un moyen de protéger les consommateurs qui sont extrêmement nombreux. Et je pense que c'est vraiment aujourd'hui cette question-là de la sécurité, parce que par rapport à la qualité des produits qu'ils consomment, par rapport effectivement aux dommages que ça peut causer en termes de santé et en termes d'intoxication, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit coordonné de manière à ce que déjà cesse le trafic et tout simplement que les gens ne basculent pas dans une pratique qui non seulement est addictive mais en plus est potentiellement dangereuse du fait de produits de mauvaise qualité. Geoffroy Lejeune. Écoutez, moi je suis très dubitatif. En réalité, déjà je crois à la force de l'interdit symbolique moral, c'est-à-dire cet interdit, ça existe, on le sait, mais cet interdit, ça reste interdit. Je pense que ça peut empêcher des passages à l'acte, non, en tout cas de commencer à fumer du cannabis quand on est jeune. En tout cas, moi je sais que ça m'a toujours beaucoup interpellé et empêché
de fumer du cannabis. Ensuite, je ne suis pas convaincu par le fait que le rendre le légal, tout à coup, le fasse passer sous le contrôle intégral de l'État. C'est-à-dire qu'en réalité, il y aurait encore une contrebande, il y aurait encore des trafics malgré la légalité. En tout cas, c'est pour le coup dans l'histoire la prohibition, la prohibition, pardon, c'est le contre-exemple, mais je ne vois pas comment on peut complètement interdire le trafic parallèle. Et enfin, moi, je suis assez troublé par l'exemple des salles de shoot où en fait, avec les mêmes arguments, on nous a dit ce sera encadré, mais c'était, je veux dire, ça se défendait. Ce sera encadré, ce sera moins dangereux, et vous allez voir, ça va bien se passer. En réalité, ça devient des centres extrêmement dangereux à Paris notamment, où des gens se shootent de la même manière dans des conditions tout aussi horribles, et où les trafics, enfin ce trafic n'a pas changé d'un iota. Donc je ne vois pas de l'efficacité. Et pardon, je vais vous laisser répondre. Oui, mais je pense que c'est justement très différent. Les salles de shoot, c'est une pratique donc dans un cadre qui en effet est interdit, parce que ces drogues sont interdites, elles sont beaucoup plus nocives que le cannabis, et dans un cadre où tout est interdit, on concentre tous les malades et tous les consommateurs, donc les dealers aussi. Donc évidemment que ça ne peut que être une catastrophe. En revanche, là, l'idée de concevoir des filières d'État, c'est en effet de faire en sorte qu'on sache exactement de la production jusqu'à la consommation qui fait quoi, ce qu'il y a dedans, et ça permet ensuite de savoir, d'avoir un dialogue de la part de gens qui connaissent avec les clients. Ça permet sans doute, encore une fois, on peut contester, je ne suis pas, j'ai l'air affirmatif, je ne le suis pas tant que ça. Mais il me semble que c'est une façon de faire ce travail de suivi, d'essayer de faire de la prévention vis-à-vis des jeunes. Parce que vous dites, la question de l'interdit, ça retient... pardon, mais une loi qui, à ce point-là, n'est pas appliquée, ça met en danger la crédibilité, justement, de toute loi et la crédibilité de l'État. Je pense que est-ce qu'il n'y a pas un risque, que la consommation augmente, c'est ce qu'on a vu dans certains États qui ont légalisé le cannabis, que les trafics se maintiennent avec une marchandise qui est parfois de moins bonne qualité ou au contraire plus forte et moins chère que via les filières organisées. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un risque qu'avec cette hausse de la consommation, on passe, c'est ce que disent les experts de drogue parfois, du cannabis à des drogues peut-être un peu plus dures, des drogues de synthèse, de la cocaïne ou je ne sais quoi encore, de l'héroïne, puisque vous parliez de piqûres tout à l'heure. Cette question du passage des drogues douces aux drogues dures est très controversée. Donc là, il faut véritablement regarder les études, mais c'est pas certain ce passage, pas du tout. D'autant plus que c'est pas les mêmes mécanismes qui poussent à l'un ou à l'autre. Deuxième chose, la question de la persistance d'un trafic, oui sans doute, mais quand même moindre, parce que vous avez quand même énormément de gens qui n'ont aucun plaisir à aller se planquer et risquer une amende ou la prison pour enfreindre la loi. Donc s'ils ont la possibilité de respecter la loi, ils iront beaucoup plus facilement, d'autant plus qu'ils sauront en effet ce qu'il y a dans le produit qu'ils consomment, me semble-t-il. Et après, dernier point, je voudrais réinsister, la question de l'explosion des trafics. Mais encore une fois, ça, c'est une question dangereuse, parce que en fait, ça peut très facilement donner lieu à des émeutes. C'est-à-dire que décider de légaliser, c'est véritablement mettre en danger toute une part d'économie souterraine. Et là, vous pouvez avoir une explosion dans certains quartiers. Donc là aussi, il faut que le pouvoir politique qui prendrait ce genre de décision soit prêt à l'assumer. Et je le répète, à l'assumer dans l'immédiat, c'est-à-dire en répondant aux éventuels troubles à l'ordre public, et ensuite à l'assumer sur le long terme pour réellement offrir un avenir, de la réussite dans des endroits où pour l'instant c'est le trafic qui gangrène et qui pourrit la vie des gens. En termes de santé publique, ça aurait un coût aussi cette légalisation, non ? Non, parce que ça coûte cher. Je vous ai dit, 560 millions, c'est ce que nous coûte la répression. Mais si plus de gens fument, plus de gens sont malades, plus de gens ont des problèmes de santé, plus de gens vont voir leur médecin, vont à l'hôpital. On met plus d'argent dans la prévention, on aurait moins de gens qui fument. Et puis aussi, si jamais on veut parler des conséquences de santé, les profits qu'on ferait avec la vente du cannabis permettraient de créer des accompagnements pour permettre de sortir les gens dans l'addiction. Donc l'argument de la santé publique, en fait, il va carrément en faveur de la légalisation du cannabis. Faut-il légaliser le cannabis ? Qui vous a convaincu ? On va voir ça. Monsieur,
Absolument convaincu. C'est un enjeu de santé publique, c'est aussi un enjeu économique. Voilà, il y a des gens qui sont accros et qui vident leur argent dans ça. Donc oui, je suis absolument pour la légalisation du cannabis. Madame Diallo. Je suis convaincue également. Je pense vraiment qu'on est dans une impasse en termes de politique, puisque effectivement, on a un régime extrêmement répressif qui n'est absolument pas appliqué, qui est totalement ignoré par les consommateurs. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on passe à une autre étape. Geoffroy Lejeune. Alors pardon Natacha, mais en fait c'est votre dernier argument qui achève de ne pas me convaincre. C'est-à-dire que cette question, c'est vrai que tout le monde, beaucoup de gens spécialistes de la politique de la ville notamment, disent que aujourd'hui le trafic de drogue est une des données de la stabilité en réalité de certaines banlieues qui pourraient exploser. Et je ne connais personne qui pour l'instant apporte la réponse en termes d'ordre public en réalité à ce qui se passerait si tout à coup ceux qui tiennent par l'argent en fait en réalité donc de la drogue, ces quartiers venaient à ne plus vivre de ce trafic-là. Et je ne vois pas quelle réponse on peut apporter qui soit satisfaisante au moins à court terme. Donc pour cette raison-là, je ne vous donnerai pas ce... Donc vous voulez qu'on garde une économie souterraine qui fait tenir le truc? Non, qu'on lutte contre, mais... Deux personnes convaincues, une qui ne l'est pas. On a posé la question évidemment à nos téléspectateurs. Vous allez voir leur réponse. Faut-il légaliser le cannabis? Oui, à pratiquement 53%, non à 47%. C'est quand même, vous voyez, c'est presque une personne sur deux. On n'a pas d'avis tranché là-dessus. Non, il ne faut pas légaliser le cannabis, mais le dépénaliser. Non, ça servirait à rien, justement. Rodrigue, pourquoi? Mais justement, c'est l'inverse. Dépénaliser, ça veut dire qu'on laisse les trafics, c'est simplement qu'on ne met plus d'amende ou qu'on ne condamne plus les consommateurs. Mais vous laissez des gens dans l'illégalité et qui profitent de ça pour pourrir des quartiers. Alors, deuxième réaction, on est dans le même état qu'à l'époque de la prohibition aux États-Unis, des millions de consommateurs, des milliards de chiffres d'affaires, des trafiquants qui défendent leur business et des populations abandonnées. Ah oui. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Donc il faut faire quelque chose, là tout le monde est d'accord là-dessus. Quoi, on ne sait pas trop encore. Légaliser. Légaliser en tout cas pour au moins 3 personnes sur ce plateau. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, un mystère et une prouesse médicale, des zooms. Aurélie Casse, très bonne soirée à tous. Merci.